Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité. Une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Pauline Dubuche, la créatrice de Bonjour mon corps, un de mes comptes Instagram préférés. J'ai rencontré Pauline en janvier 2020 lors du Salon international de la lingerie où Pauline s'est prêtée au jeu de la Love Your Size Experience by Imperfection bien sûr. Le challenge, poser en lingerie sous le regard bienveillant de la photographe Justine Choquer et repartir avec une photo sublimée par le coup de crayon de l'illustratrice Audrey Leroy. Tout ça dans un seul but évidemment, faire un pas de plus vers l'amour de soi. En janvier donc, Pauline a souhaité immortaliser sa poitrine et ses cicatrices. Ce qui nous amène au sujet du jour, sa réduction mammaire à 19 ans. Alors qu'il s'agit de la deuxième opération esthétique la plus pratiquée en France, j'ai choisi de vous faire découvrir l'histoire de Pauline, son adolescence avec une poitrine généreuse alors ponctuée de remarques déplacées et sa décision de se faire opérer dès sa majorité pour faire ce qu'elle considère être désormais son premier pas vers l'acceptation de son corps. Changer son corps pour l'aimer, une question aussi intime que complexe à l'ère du body positivisme. C'est avec une grande affection que je vous partage aujourd'hui le témoignage de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Imperfection. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Tout d'abord, merci à toi. Du coup, je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Pauline, je suis la créatrice de Bonjour mon corps. Bonjour mon corps, à travers ce projet, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps. On parle de bienveillance, de valorisation au quotidien, etc. Et aujourd'hui, Bonjour mon corps, c'est principalement un compte Instagram, c'est une newsletter bimensuelle, c'est une chaîne YouTube, etc. Donc, j'essaye de donner pas mal de contenu pour aider les femmes du coup à s'accepter un petit peu mieux. Bravo. Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps dans un premier temps ? Ma relation avec mon corps, elle a toujours été très conflictuelle. D'accord. C'est pour ça que j'ai créé du coup Bonjour mon corps. Ça a commencé assez tôt puisque moi c'est dès l'adolescence où j'ai vraiment senti une rupture entre moi et mon corps. C'était vraiment deux choses complètement différentes et j'ai appris à le détester. Quand on est ado, on déteste les autres. Alors moi, je détestais les autres, mais je me détestais surtout moi-même. Et donc, mon corps, et j'ai développé du coup des troubles du comportement alimentaire, puisque j'avais un énorme besoin de contrôle dans ma vie. Et comme je détestais mon corps, le meilleur moyen, c'était de contrôler mon poids, qui n'était pas à mon goût, puisque j'avais des rondeurs, rien d'extravagant, mais pour la société, c'était déjà bien trop. Et pour moi aussi, du coup, à l'époque. Donc, ça a toujours été des conflits. Externe puisque j'ai commencé à me scarifier quand j'étais jeune, donc ça a été violent, et interne quand j'ai été boulimique, etc. et que vers la fin j'ai complètement arrêté de me nourrir. D'accord. Donc j'ai un petit peu tout balayé, mais finalement c'était toujours assez difficile. Et aujourd'hui c'est comment ? Aujourd'hui ça va très bien. Je pense que ça aurait été plus vite si je m'étais fait accompagner, puisque j'ai appris à guérir toute seule, et c'est pour ça aussi que j'accompagne les femmes à travers Bonjour mon corps. Oui. Je ne parle pas de troubles du comportement alimentaire parce que je suis pas une professionnelle de santé, mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui se sentent pas bien dans leur corps et elles font un 34, un 36, un 38, peu importe, ça va jusqu'au 50, 56. Il n'y a pas de taille. La minceur ne préserve pas des complexes. Exactement, et ça c'est quelque chose que le mouvement body positive, il est génial ce mouvement, mais c'est vrai qu'on parle souvent des rondes, et j'avais envie d'ouvrir la parole, et d'ailleurs ça a été très vite remarqué, puisque au début on m'a reproché de ne pas avoir assez de rondeur pour parler d'acceptation, donc c'était donner la parole à toutes ces femmes, puisqu'en plus même finalement les complexes, c'est pas seulement au niveau du poids, ça peut être un nez qu'on trouve
un peu disgracieux, comme c'était moi à l'époque. Ça peut être des oreilles, ça peut être des mains, des genoux, ça peut être n'importe quoi. Les complexes sont partout et donc voilà pourquoi j'ai créé ce projet aussi. Bravo, enfin, tu sais que je suis très admirative de ce que tu fais. Tu nous as dit que tu ne t'étais pas fait accompagner pour guérir. Comment tu as guéri ? J'ai beaucoup travaillé. Ça s'est passé par un choc. Finalement, quand j'ai maigri, j'ai perdu 15 kilos. Et je me suis rendu compte que je m'aimais toujours pas et au contraire, je me détestais encore plus. Et j'ai fait des recherches finalement. On nous apprend, à l'époque, on nous apprenait pas trop le body positive, etc. On en parlait souvent aux États-Unis, mais en France, je trouve que il y avait pas assez de contenu. Et on en avait déjà parlé une fois toutes les deux, même en termes de bouquins, développement personnel, etc. Pour parler d'acceptation, nous donner des pistes pour avoir une meilleure relation à l'alimentation, etc. À l'époque, c'était un peu vide. Donc, à l'époque, c'est quand ? Ça remonte à quand, moi, là, ça remonte à bientôt 5 ans, du coup. Ça passe vite. mais là, finalement, les contenus, ils se développent de plus en plus maintenant. Hein. C'est devenu un contenu très à la mode, mais pour une fois, je trouve que le côté à la mode, du coup, ça sert au plus grand nombre. Mais ouais, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube, je me suis enrichie de personnes positives, parce que ça aussi, malheureusement, il y avait des personnes dans ma vie qui ne m'enrichissaient pas forcément, et je suis une éponge, donc je me nourris en fait du mal-être des gens, je l'absorbe un petit peu, et voilà, je sais pas trop, si je sais comment j'ai guéri de mon trouble du comportement alimentaire. Maintenant, j'ai apaisé ma relation alimentation, mais j'aime pas trop en parler parce que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas pour quelqu'un de malade qui aura pourtant la même maladie que moi. C'est très personnel, donc je peux parler de mon rapport au corps et de la façon dont j'ai appris à m'aimer. Mais au niveau de l'alimentation et de la maladie, même là, j'ai du mal à en parler parce que finalement, c'est une maladie pour moi dont je dis que je suis en rémission. D'accord. Parce que cette maladie, elle fera toujours partie de ma vie. Tu pourras revenir me voir dans 40 ans, mais je te dirai toujours, elle est endormie en fait, cette maladie, mais je sais qu'il faut que je sois prudente parce qu'elle peut vite se réveiller et ça, j'en ai pas du tout envie. Donc c'est un travail que je fais continuellement sur moi. C'est pour ça aussi que si je m'étais fait accompagner à une époque, peut-être que le travail aurait été plus profond, plus rapide, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi, je conseille à chaque fois qu'une femme vient me voir en me disant qu'elle est hyperphagique, boulimique, anorexique, je la conseille directement de se créer un petit peu un comité de direction avec un psychologue, un diététicien, de se faire accompagner par une équipe qui soit pluridisciplinaire pour finalement apprendre à guérir un peu avec une vision 360. Mais en tout cas, voilà, moi, de mon côté, ça a été progressif. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Donc, tant mieux. Est-ce que tu transmets avec Bonjour Mon Corps, c'est des outils de développement personnel plutôt, c'est bien ça ? Ouais, c'est des outils, comment apprendre à se pardonner, comment apprendre à avoir plus de distance finalement avec la société. Je pense que tu l'as vu aussi, il y a eu un article dans Public où on a reproché à Kate Moss d'avoir les cuisses un peu molles et on l'a appelée Kate Molle. On est en 2020 et on arrive encore à avoir des articles comme ça. Et c'est des choses qui me choquent énormément. Donc, c'est apprendre à prendre de la distance avec tout ça. Apprendre aussi à gérer l'entourage. Moi, je sais que... et ma mère le sait, donc elle est au courant. Donc, si maman, tu écoutes son podcast, tout va bien. Mais en tout cas, il y a une époque où ma mère avait une pression énorme sur moi et sur mon poids. Mais elle faisait ça de manière bienveillante. Mais maintenant, c'est une éducation à faire auprès des proches parce qu'ils pensent être bienveillants en nous disant par exemple d'arrêter de manger parce qu'on a grossi. Et au final, nous, on encaisse et c'est quelque chose qui peut, pour le coup, moi, s'est transformé en maladie. Pas juste à cause de ça, hein. Ça a été énormément de choses qui se sont cumulées. Mais oui, donc c'est apprendre à gérer l'entourage, apprendre à se parler un petit peu mieux parce que effectivement, le discours des autres, ça devient notre propre vérité et c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, mais c'est encore pire quand les mots ils viennent de soi en fait. Et du coup, c'est apprendre à un petit peu tasser cette violence qu'on a un peu envers nous-mêmes. Donc, c'est plein d'astuces. Donc, il y a un e-book d'ailleurs où je donne les premières clés pour apprendre à s'accepter. Et sur la chaîne YouTube aussi, je donne pas mal de conseils. Que je conseille vivement. Pauline, quel est le moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui ? Alors, avec mon corps, il y en a eu plein. Donc ça a été, mais finalement, quand tu m'as posé la question, ça a été assez évident. Donc moi, c'est à mes 18 ans, enfin mes 19 ans, puisqu'il a fallu le temps de faire tout le process, mais j'ai fait une réduction mammaire.
Moi, la difficulté que j'ai eue avec mon corps en étant assez jeune, c'est qu'à 14 ans, j'avais des seins énormes. Et à 14 ans, c'était difficile à vivre. Et du coup, voilà, à 19 ans, du coup, j'ai fait une opération pour réduire ma poitrine. Est-ce que tu peux nous parler de ton adolescence avec une poitrine généreuse ? Ouais, du coup, au début, c'était compliqué. Pas parce que je le vivais mal, parce que, encore une fois, avoir une poitrine généreuse, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, j'ai plein de proches, de copines, même de membres de ma famille qui ont la même poitrine que j'avais à l'époque et qui le vivent très bien. Donc après, c'est totalement personnel. Mais moi, j'avais énormément de remarques. J'étais dans un collège où on m'appelait Pauline au gros sein. C'est quand même assez traumatisant pour une adolescente, j'imagine. Surtout, ouais, quand on apprend à avoir un corps de femme. Donc effectivement, 14 ans, c'est assez tôt pour avoir une poitrine aussi généreuse. Mais effectivement, que ça devienne le surnom global au collège, c'était assez dur. Ouais. Voilà, il y avait donc ces remarques au collège de mes camarades de classe et les remarques des hommes dans la rue. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Je peux te dire exactement où j'étais dans ma ville à l'époque. Et donc, j'étais très jeune. Et il y a une personne qui avait pratiquement l'âge de mon père qui me dit « Ah, il y a du monde au balcon ici ». Et quand tu as 14 ans, que tu apprends à découvrir ton corps et que du coup, tu essayes de gérer avec cette poitrine que tu viens d'avoir et tu es bien consciente que tes copines de classe, elles n'ont pas une poitrine comme ça. Et le terme est peut-être un peu fort, mais je me sentais violée entre guillemets parce que je sais pas. Donc le terme est très fort, mais vraiment, je me suis sentie très très mal à ce moment-là. J'avais envie de me cacher, de cacher ses seins. Et c'est ce que du coup j'ai fait puisque je mettais 2 soutifs. Et donc mon adolescence, au quotidien, ça a été de cacher mes seins. Ça a été ma mission première. En mettant des t-shirts très amples pour pas qu'on les voit. Et puis en mettant donc un soutif normal qui, à l'époque, était pas si facile à trouver. Parce que maintenant, il y a énormément de marques qui font des soutiens-gorge qui sont adaptés à des morphologies avec des poitrines généreuses. Mais à l'époque... Etam, c'était même pas la peine puisque je finissais en pleurs dans les cabines d'essayage avec ma mère et je refusais que la vendeuse vienne dans la cabine. Sinon, c'était abominable. Et du coup, j'essayais de mettre un soutif que j'avais trouvé par miracle dans ma taille, qui du coup n'était jamais très joli non plus. Et au-dessus, je mettais un soutif de sport Décathlon. Et je sais pas si ça va être compréhensible à l'oral, mais en fait, je prenais les bretelles que je rassemblais derrière mon cou. Et je mettais un élastique pour serrer tout ça pour qu'il soit remonté et le plus aplati possible. Donc j'avais des douleurs et des bleus pas possibles dans le cou parce qu'à force ça tirait énormément et puis c'était quand même assez lourd. C'était une torture. Voilà, et du coup le but premier c'était à tout prix de les plaquer et tous mes choix de vêtements de toute façon c'était pour qu'on ne voit pas, cacher moi ce sein qu'on ne saurait voir, c'était mon adolescence comme ça. Si c'est pas indiscret, quelle taille de soutien-gorge tu faisais ? C'était vers du E, mais je pense que je faisais plus du F parce que je trouvais jamais de soutien-gorge à ma taille, que c'était toujours un peu trop petit, j'avais toujours le sein qui dépassait, etc. Donc je pense que je faisais plus du F, mais j'achetais du E, donc déjà ça, c'était pas très, très agréable à porter. Et où est-ce que tu trouvais tes soutiens-gorge ? C'était ma mère qui me les achetait. Je sais qu'on allait dans des magasins comme Kiabi, etc. D'accord. Qui font des grandes tailles, mais pas forcément très jolies. Ok, je vois. Là, on parle d'il y a une quinzaine d'années. C'est bien ça qu'elle a acheté à Pauline ? Là, je vais avoir 28 ans vendredi. Donc, j'avais 14 ans. Donc, Ok. Oui, donc il y a une quinzaine d'années, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de la démarche d'entreprendre une réduction mammaire ? Alors, c'était il y a très longtemps. Donc, il y a 10 ans maintenant, c'est bien ça ? Ouais. En fait, déjà, il a fallu faire le comprendre aux parents. Parce que j'ai commencé la démarche à 18 ans, mais il y a plein de rendez-vous à prendre avec un chirurgien, etc. Puisque l'idée, c'est, surtout quand on est jeune, comme je l'étais à l'époque, faut être sûr que ça soit une vraie démarche. Donc il y a tout un questionnement psychologique, savoir pourquoi on désire faire une réduction mammaire. Donc c'est quand même assez long. Moi, j'ai pas eu l'opération en 2 mois. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à 18 ans à faire les recherches et finalement, je me suis fait opérer un petit peu avant mes 19 ans. Donc ça a pris 1 an le process. Mais la première étape, ça a été de le faire comprendre à mes parents. Surtout de le faire comprendre à son père.
parce que c'est quand même quelque chose de pas très évident quand on est une jeune fille. En plus, on est très pudique dans ma famille. Donc on parle des choses dont il faut parler, mais voilà, on est très pudique. Je suis pas forcément à l'aise avec ce genre de sujet. Maintenant un peu plus, mais à l'époque c'était très dur, donc il a fallu le faire entendre à mon père. Et il y a un moment qui m'a fait vraiment basculer, et c'est là où mes parents l'ont vraiment compris. C'est quand on était en vacances avec des amis, donc on était en Espagne. Et donc le maillot de bain, c'était un gros questionnement aussi. Et pour une fois, j'avais trouvé un maillot de bain qui ne sortait pas tout droit de Décathlon et qui était plutôt joli, mais qui, avec le recul, était quand même un petit peu trop petit quand même pour moi. Et ma mère refusait que je le porte parce qu'elle avait peur, finalement, si je bougeais un petit peu trop, il y avait un sein qui ressortait, donc elle avait peur que je me retrouve les seins à l'air. Et elle avait raison d'avoir peur finalement, parce que je me suis prise une vague et mon soutif est parti, je me suis retrouvée les seins à l'air. Et au final, l'amie de la famille, qui avait l'âge de mes parents, donc la quarantaine à l'époque, a été voir ma mère en lui disant faudrait faire attention à Pauline parce que j'ai vu tous ses seins cet après-midi. Et il a fallu que j'encaisse le fait que cette amie de la famille ait vu mes seins, qu'en plus, au lieu de faire semblant de n'avoir rien vu, par respect pour moi ou je sais pas, pour que je sois pas mal à l'aise, elle a dit à ma mère, qui l'a répété à mon père, et ensuite on me l'a répété. Donc j'ai plus eu le droit de mettre ce maillot de bain du tout, hein. Mais en plus de ça, j'ai dû le soir au dîner me retrouver face à des personnes qui avaient parlé de mes seins dans l'après-midi à l'apéro, etc. Et j'ai trouvé ça très désagréable. Mais au moins, mes parents, à ce moment-là, ils ont compris que j'avais vraiment un problème avec mes seins parce que j'étais terriblement mal à l'aise à ce moment-là. Et c'est ce déclic-là où je me suis dit, je vais pouvoir leur en parler et leur parler de cette opération. Toi, ça faisait longtemps que tu y pensais à l'opération ? Alors, à la base, c'est ma mère qui m'en a parlé à une époque. Mais elle m'avait dit, oui, quand tu seras adulte, tu feras une opération de réduction de mammaire. Donc elle m'a dit adulte, moi je l'imaginais le faire à 30 ans. Sauf que dès qu'elle m'en a parlé, je me suis dit non, en fait, dès que j'ai 18 ans, je le fais. Parce que je veux plus les subir. Et encore une fois, c'était ma vision par rapport à mes seins, etc. Moi, mes seins, j'ai pris du poids pour les cacher. Donc en fait, j'ai commencé à ne pas aimer mes seins. Donc j'ai mangé, j'ai vu que prendre du poids me faisait ressembler à une boule. Et donc du coup plus à 2 gros seins, juste à une boule, donc ça se fondait dans la masse. Donc j'ai continué de manger et au final après j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, tout ça à cause de mes seins. Donc effectivement c'est un parcours que y a pas beaucoup de gens qui comprennent parce que c'était vraiment une obsession. Mais au final, oui, moi je voulais tout de suite me sortir de ça et au début je pensais qu'effectivement me faire opérer m'enlèverait tous mes problèmes. Qu'au final ça a été la meilleure décision de ma vie, je reviendrai jamais là-dessus et si on me demandait de le refaire, je le referai. Mais ça n'a pas débloqué puisqu'effectivement j'avais des troubles du comportement alimentaire à côté. Mais oui, pour moi c'était obligatoire qu'à partir du moment où j'avais la liberté de prendre une décision par moi-même, je le ferais. Et alors comment ça se passe ? Parce que je suis sûre qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui n'ont pas cette problématique-là et qui n'y connaissent rien. C'est mon cas, tu vois. Comment ça se passe ? Tu t'es renseignée sur Internet, est-ce qu'il y a des organismes qui font de l'information ? Comment ça se passe ? Comment ça se traduit ? Alors, il y a des informations sur Internet. Maintenant, je sais qu'une fois, j'avais fait un post sur Instagram à ce sujet-là. Effectivement, j'ai plein de femmes qui sont venues me poser des questions parce qu'elles sont un peu perdues. Je pense que la première chose à faire, c'est trouver du coup un chirurgien esthétique. Et la meilleure chose que moi j'ai faite, c'est d'aller demander conseil directement à un professionnel. La réputation d'un chirurgien esthétique, c'est comme pour tous les médecins. Je pense qu'il faut se renseigner et il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Je suis allée voir le meilleur de la région, puisqu'à l'époque, j'étais dans le Nord. Donc, il était vraiment génial, vraiment recommandé. Mais j'ai demandé à mon médecin généraliste, en qui j'ai 100% confiance, s'il avait des personnes à me recommander. Et c'est d'ailleurs ce que je fais encore aujourd'hui quand j'ai besoin d'un spécialiste. Je vais voir quelqu'un d'un corps médical pour lui demander s'il connaît quelqu'un. Mais je pense qu'il faut aller voir un chirurgien et pas hésiter à avoir plusieurs avis. Et se sentir en confiance aussi avec lui. Moi, j'ai une femme justement qui m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant que son chirurgien lui avait dit de ne pas faire cette opération puisqu'elle n'était pas encore tombée enceinte.
Donc c'était inutile de le faire. Et du coup, elle avait banni l'idée de se faire opérer. Et elle était venue vers moi en me disant « Mais attends, tu l'as fait à 18 ans, t'avais pas d'enfant et t'as trouvé un chirurgien qui voulait bien te le faire. » Après, ça, c'est comme le stérilet en cuivre. Il y a des gynécos qui vont vouloir vous le poser alors que vous n'avez pas d'enfant, d'autres non. Enfin, je pense qu'il faut toujours avoir un avis différent et puis se sentir en confiance. Moi, je sais que pourtant, je me mettais les seins à l'air devant un homme qui avait le double de mon âge, mais j'étais à 100% à l'aise avec lui et j'avais 100% confiance avec cet homme. Et je pense que c'est ça le plus important. D'accord. J'ai une question, mais peut-être de novice, tu vois, mais c'est remboursé par la Sécu, ce genre de choses ? Alors, pas complètement. Après, ça dépend aussi du tarif que le médecin va poser de base, mais il y a un pourcentage qui est remboursé par la Sécu, une autre par la mutuelle, puisqu'on n'est pas sur de la chirurgie esthétique à proprement parler. C'est de la chirurgie réparatrice. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un process. Donc on prend plusieurs rendez-vous avec le chirurgien en question. L'idée c'est de, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un petit bilan de savoir pourquoi on veut faire cette réduction mammaire. Est-ce qu'il y a potentiellement une scoliose, des douleurs, parce que ça arrive très souvent, des douleurs liées au dos. Est-ce que il y a des problèmes, des soucis psychologiques à cause de ça, ce qui était mon cas. Donc moi, je me sentais terriblement mal face aux autres à cause de cette poitrine. Donc il y a tout un process, un questionnement pour être sûr. Il y a des délais de réflexion qui sont imposés aussi. Moi qui m'étais imposé à l'époque. Après, je ne sais pas si ça se passe comme ça avec d'autres chirurgiens, mais moi, ça m'était imposé. Et après, on ne choisit pas la taille de sa nouvelle poitrine. D'accord. Donc, alors ça, c'est étonnant. Non, c'est en fonction de ta morphologie. D'accord. Donc moi, je suis arrivée et il m'a dit, en fonction de ta morphologie, je vais te faire un 90C. Et donc, je suis ressortie avec mon 90C. D'accord. Au même titre, on ne peut pas modifier la taille d'un sein par rapport à l'autre. On sait qu'on a toutes un sein plus gros que l'autre. Bien sûr. Et en rigolant, je lui ai dit, oui, c'est l'occasion c'est l'occasion de rectifier un petit peu ça et d'avoir des seins symétriques, puisque quand ils étaient plus gros, on le voyait un petit peu plus qu'avant. Que maintenant, pardon. Et il m'a dit, non, parce que dans ce cas-là, ça passe en chirurgie esthétique et donc tu seras plus remboursé. D'accord. Et les cicatrices sont là aussi. Oui. Donc ça, c'est important. Quand on fait de la chirurgie esthétique, les cicatrices sont très discrètes. Là, moi, mes cicatrices, je les adore. Elles sont très discrètes. On avait fait une séance photo à deux pour les mettre en valeur parce que je les aime vraiment, ces cicatrices. Elles sont en forme d'encre. Du coup, je pense que si on regarde sur Google, on peut voir les cicatrices assez facilement pour se rendre compte. Au final, elles entourent le téton puisque le téton est réduit aussi. L'idée, c'est d'avoir un téton qui soit proportionnel au sein. Bien sûr. Ensuite, elles descendent au milieu du sein et elles entourent là où il y a l'armature du soutien-gorge normalement. Et c'est très discret. Moi, mon chirurgien était magique, donc mes cicatrices sont très belles. On les voit encore au niveau de l'armature, mais au niveau du téton, il n'y a presque plus rien. D'accord. Et au niveau du sein, on voit encore un petit peu, on se doute qu'il s'est passé quelque chose, mais honnêtement, je les vois même plus, elles font partie de moi. Mais c'est aussi les raisons qui font que du coup c'est remboursé, puisque c'est vraiment considéré comme quelque chose de réparateur. Donc il y a une partie qui est prise en charge, et après... C'est comme pour des gros budgets au niveau dentaire, il faut demander l'autorisation à la sécurité sociale pour la prise en charge, la mutuelle, etc. D'accord. Pour avoir un petit devis et savoir un petit peu ce qui sera à sortir. Mais là, récemment, du coup, j'ai une femme sur Instagram qui m'en a parlé, qui a pris rendez-vous, du coup, après avoir discuté avec moi, avec son chirurgien. Il lui a annoncé un budget de 5 000 €. Et moi, c'est à peu près ce que j'avais. Et après, je crois que j'avais été remboursée 2005 ou 3 000, à peu près dans ces eaux-là. D'accord. Donc ça reste un budget, mais... Oui, ok. Mais ça a été libérateur pour toi, donc... mais complètement. Ok, très bien. Avec qui est-ce que tu avais discuté, tu vas parler de ton choix avant l'intervention ? Très peu de personnes, puisqu'au final, je crois qu'il y a eu mes parents, peut-être mes amis très très proches, puisque je me souviens avoir eu des remarques du style tu te plains d'en avoir trop, écoute, t'en gardes et puis je viens avec toi à l'hôpital et puis tu m'en donnes un petit peu pour mes copines qui n'avaient pas de poitrine, pas assez de poitrine à leur goût. Et du coup, je crois en avoir parlé qu'à mes amis proches qui sont venus me voir du coup à l'hôpital. D'accord. Mais vraiment pas énormément de personnes, puisqu'à l'époque, c'est pas que je trouvais que c'était tabou,
mais c'était très privé finalement et je l'assumais beaucoup moins que maintenant. Je suis capable d'en parler dans un podcast. mais maintenant, je trouve que c'est important d'ouvrir la parole parce qu'il y a énormément de personnes qui, je l'ai vu sur Instagram, qui envisagent ce type d'intervention. Mais à l'époque, j'ai été très, très discrète par rapport à ça, surtout que c'était à la fin du lycée et au début d'une nouvelle vie, entre parenthèses, puisque je rentrais à la fac. J'ai même été passer un de mes partiels de rattrapage. Je n'étais pas une bonne élève en première année, avec les bandages. Et je me souviens m'être assise dans le métro, puisque je me sentais pas bien, j'avais encore mes bandages. Et un homme m'a dit oui, vous pourriez laisser la place, vous êtes jeune, etc. Et j'ai même pas osé lui dire qu'en fait je souffrais parce que ça, on en parlera peut-être après. Ouais, j'allais te poser la question. Mais du coup voilà, je souffrais et j'ai rien dit, donc je me suis levée, je lui ai laissé la place, mais du coup j'osais vraiment pas en parler. C'était un petit peu tabou. Ouais, c'était mon corps, c'était privé et j'étais mal à l'aise, donc c'est peut-être aussi lié au fait que t'étais mal dans ton corps à l'époque. Ouais. Oui, je pense. C'était compliqué pour moi d'en parler et très peu de personnes étaient au courant que j'étais mal dans mon corps. Quand ma mère me posait des questions, me disait « Ah, t'es un peu grossi, il faudrait faire attention » ou des proches, il y a des amis de la famille qui se permettaient aussi de commenter mon poids. Sinon, c'est pas marrant. Ce que je leur répondais, c'est que moi, je me sentais très bien dans mon corps et que j'avais pas de problème et que j'étais très heureuse comme ça. Donc, je mentais. J'allais te demander si c'était la vérité. Non, complètement pas. Mais c'est plus facile de dire aux gens de te laisser tranquille quand tu leur dis que tout va bien pour toi. Et finalement, c'est une technique qui ne marche pas du tout. Parce que les gens continuaient quand même de m'embêter puisque leur avis, finalement, est plus important que le mien envers mon corps. Mais ça, c'est valable encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes où on se permet de juger le corps des gens. Et oui, non, à l'époque, je mentais. Et donc tout allait bien dans ma vie. Je fais une petite parenthèse, mais est-ce que tu peux nous parler du point de bascule ? Ah oui. Que j'ai connu grâce à toi. Le point de bascule, c'est ma technique pour ne plus laisser les paroles des autres m'atteindre vis-à-vis de mon corps. Puisque, effectivement, j'ai été très dure envers moi-même, mais j'ai reçu énormément de remarques de la part d'autres personnes. Et le jugement des autres est quelque chose qui fait très mal, surtout quand moi, à l'époque... le regard des autres, c'était une priorité. Donc, j'ai menti énormément dans ma vie, parce que je faisais semblant d'être heureuse et puis je faisais semblant de faire des choses que j'aimais pour satisfaire d'autres personnes, etc. Donc le regard des autres, pour moi, une remarque pouvait m'anéantir complètement. Et donc le point de bascule, c'est à partir du moment où j'entends une remarque d'une personne qui va me dire, par exemple, t'es grosse, ou une fois on m'a dit ton nez est moche, ces choses-là. Et c'est le moment entre le t'es grosse et le moment où entre ce moment où j'entends cette remarque et le moment où j'en viens à me dire moi-même ok, c'est vrai, je suis grosse. Et c'est ce moment où la vérité de cette personne-là, elle devient la mienne. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie où on est capable de se dire non, en fait, par exemple, si une personne va me dire que mon canapé est moche, je vais me dire je m'en fous, moi j'adore mon canapé, je l'ai acheté, je vais avoir aucun problème là-dessus. Par contre, quand c'était mon corps, là c'était compliqué et j'acceptais que la vie de cette personne devienne le mien. Et c'est quand même horrible parce que le corps, c'est hyper personnel, c'est un bijou, c'est un temple, peu importe le nom qu'on lui donne, on devrait le chouchouter. Et au lieu de ça, on laisse les autres le définir à notre place. Donc vraiment, ce point de bascule, c'est le moment où maintenant je me dis stop, cette personne, elle pense ce qu'elle veut. C'est contrairement à ce qu'elle dit à propos de mon nez qui est soi-disant moche, moi je trouve que ses paroles sont moches, tout court, donc ça ne deviendra pas les miennes. Et c'est finalement ce qu'on fait avec nos proches. Et moi, si un jour je devais parler à ma petite sœur, je lui parlerais jamais comme ça, donc j'ai pas à me parler comme ça non plus. Et donc voilà, c'est apprendre alors c'est assez long au début parce qu'on a toujours le réflexe d'être d'accord avec les personnes et le jugement des autres, mais finalement, à partir du moment où on arrive à avoir cette posture, de se dire non, stop, là je suis en train de le laisser dicter mes pensées et maintenant j'arrête, après ça devient facile et salvateur. Ouais, c'est ça. Super. Et donc aujourd'hui, si on revient du coup à ta réduction mammaire, tu abordes le sujet facilement ? Oui, complètement, puisque là j'ai rencontré par exemple, je suis allée boire un verre avec des filles il y a 2 semaines et on parlait de la chirurgie esthétique et j'en ai parlé comme ça librement alors que c'était des filles que je venais juste de rencontrer
Et finalement, j'ai bien fait parce qu'il y en a une d'entre elles qui m'a questionnée en me disant je rêve de faire cette opération. Et elle était freelance, elle me disait j'attends juste mon embauche en CDI en septembre pour pouvoir avoir une bonne mutuelle et pouvoir faire cette opération. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que c'était important d'en parler parce qu'il y a énormément de femmes et de voir une femme qui ose du coup parler de cette opération, parler de ça, de ses seins, etc. Du coup, les personnes qui sont autour de moi, elles se sentent beaucoup plus à l'aise pour en parler parce que je leur donne un morceau de moi qui est assez privé. En plus, je parle de chirurgie alors que j'ai créé Bonjour mon corps. Donc, j'ai accepté de changer mon corps pour l'aimer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent non plus. Moi, je pars du principe qu'on fait ce qu'on veut avec son corps à partir du moment où on le fait pour soi et pas pour les autres et pas pour la société en général. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, d'être capable de parler librement comme ça, ça tisse des liens et puis ça permet de libérer un peu la parole. Donc, je trouve ça hyper chouette. Donc, maintenant, je me fais un point d'honneur à en parler le plus librement possible. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué quand tu es passée à l'action de ton côté, d'avoir des témoignages de femmes qui étaient déjà passées par là? Oui, en plus, j'aurais pu en avoir un. Parce que je me souviens que dans mon lycée, il y a une fille que je connaissais, mais de nom, donc pas personnellement, qui avait fait cette opération et j'en ai entendu parler. Et j'aurais adoré oser lui poser des questions, savoir comment s'était passée son opération, mais après, j'étais pas à l'aise avec ça et avec l'idée d'aller la voir. Et puis, je savais pas non plus comment elle se sentait vis-à-vis de cette opération. Mais je sais que j'aurais adoré pouvoir lui en parler librement. Est-ce que tu as des conseils à transmettre à des femmes qui pensent à cette opération, mais qui n'ont pas encore soit pris leur décision, soit qui n'osent pas? Je leur dirais déjà de se questionner et de savoir pourquoi elles ont envie de faire cette opération. Moi, j'ai par exemple une femme qui est venue me parler en me disant qu'elle avait peur de faire cette opération parce que en ayant des seins plus petits, peut-être que du coup, on allait plus remarquer son ventre qui n'était pas assez plat à son goût. Toutes ces choses-là, je pense qu'il faut vraiment se questionner de savoir pourquoi on le fait. Moi, j'ai pensé au début que ça allait me sauver de mes troubles du comportement alimentaire. En fait, voilà, pas du tout. C'est pas une opération miracle en soi. Ça permet juste de se sentir plus à l'aise, plus libre. Moi, je pense que des seins, c'est un atout féminin qui est énorme et qui est génial. Et maintenant, je me fais un plaisir d'en jouer un petit peu plus et de les mettre en valeur. Mais ça ne doit pas devenir un fardeau non plus. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui psychologiquement est lourd, en plus de l'être physiquement aussi, parfois. Bien sûr. Mais donc, si j'avais un conseil, ça serait vraiment de se questionner. Et puis, un rendez-vous chez un chirurgien esthétique, à la limite, ça va coûter un petit peu d'argent parce qu'il faut payer la première consultation. Mais ça permet de donner une petite clarté, d'être rassuré et d'avoir un interlocuteur face à face qui vous explique clairement ce que ça implique. De vous dire les choses à 100% de façon transparente. Moi, il me l'a dit clairement. Il m'a dit, tu pourras peut-être pas allaiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on n'a pas encore eu d'enfant en tant que femme. C'est plein de choses, plein de petits détails comme ça qui sont parfois difficiles à entendre, mais qui sont importants. Donc, et qui te permettent de peser le pour et le contre, en fait. Voilà, complètement. Et puis de le faire pour soi aussi. Parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui me disaient mes proches ne veulent pas, mon compagnon ne veut pas, ou l'inverse, et moi j'ai peur, etc. Donc, faut en parler. Et si les proches ne veulent pas, c'est pas leur décision. Donc, c'est pas leur corps. Ouais, exactement. Moi, je sais que à l'époque, j'étais pas avec mon conjoint actuel, mais je ne lui ai même pas posé la question. C'était pas à lui de prendre cette décision pour moi. Et donc c'est pour ça d'aller voir quelqu'un qui est complètement qui a de la distance avec tout ça, qui a du recul, donc notamment un chirurgien ou même je sais pas, une autre personne, etc., qui n'est pas au courant de tout ça, qui est moins proche en tout cas, ou une amie, etc., en qui on a 100% confiance. Ça peut permettre de prendre la décision en sachant qu'il faut toujours qu'elle soit pour soi-même, quoi. Merci. Après l'opération, est-ce que ton regard sur toi a changé ? J'ai foncé dans un magasin, je me souviens, c'était chez Koukaï et je me souviens du haut que j'ai acheté, qui avait un décolleté, c'était génial. Mon regard a changé pendant un temps.
Il a complètement changé au niveau de mes seins. Encore une fois, c'est la meilleure décision. Maintenant, moi, j'en parle avec quelqu'un qui avait une double peine, entre guillemets, puisque j'avais la problématique de ma poitrine et j'avais la problématique de mes troubles du comportement alimentaire. Donc, ça m'a soulagée à un moment. Et après, mes troubles du comportement alimentaire m'ont rattrapée, puisqu'on m'a fait la remarque, bah oui, mais Pauline, si tu continues à manger comme ça, tes seins vont regrossir, voyons. Et donc là, oui, je suis retombée dans mes troubles du comportement alimentaire. Et du coup, mais ça, c'est moi parce que j'étais malade. Si on est quelqu'un qui a un rapport avec son corps qui est conflictuel vis-à-vis de ça et on se sent pas forcément mal avec son corps, on a du mal à s'accepter, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Ça peut être un premier pas. Moi, je le dis, c'est mon premier pas vers l'acceptation. Et ça a duré presque 10 ans, du coup. Donc, ça peut être long. Mais encore une fois, s'il y a une maladie derrière, etc., s'il y a des troubles du comportement alimentaire, je pense que d'abord, il faut traiter les troubles du comportement alimentaire avant de faire une opération. Comme beaucoup de diététiciens recommandent de commencer à d'abord traiter les troubles du comportement alimentaire avant d'entamer des rééquilibrages alimentaires parce qu'on est tout le temps dans l'excès et dans le contrôle. Donc ça dépend totalement dans quelle situation on se trouve. Si on a un problème d'acceptation de son corps, etc., je pense que ça peut vraiment aider. S'il y a une maladie derrière, faut faire attention et je pense que d'abord, moi j'aurais aimé guérir d'abord et après faire l'opération parce que comme ça aurait été 100% libérateur et j'en aurais profité puisqu'au début, ça l'a été, c'était libérateur jusqu'à ce qu'encore une autre personne me rattrape en me disant que j'allais finalement devoir refaire une opération puisque j'allais regrossir. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est libérateur maintenant que tu vas bien ? Ah bah franchement, maintenant que je vais bien, c'est pour ça. Je pense que ça a été quand même une très bonne décision. Et de toute façon, mes troubles du comportement alimentaire, ils m'auraient rattrapé un jour ou l'autre. Donc ça, c'était logique parce qu'il y avait ce problème à régler. Donc, mais là, oui, aujourd'hui, jamais de ma vie, je ne reviendrai sur cette opération. Et ça a été la meilleure décision pour moi-même. Aujourd'hui, ouais, je suis totalement à l'aise avec mon corps et je pense que je l'aurais peut-être été moins avec mes seins à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je me sens plus libre, plus à l'aise. Voilà, c'est totalement personnel. Moi, je me sens plus à l'aise avec un 90C qu'avec ma taille, mon bonnet E ou F, par exemple. Mais parce que je m'amuse avec les fringues, parce que je me sens, je me sens plus à l'aise en tout cas. Donc non, ça a été totalement bénéfique. Et même au niveau des sensations, parce que quand j'ai fait l'opération, on m'a dit que je pouvais peut-être ne plus trop sentir mes tétons, etc. Là, je vous jure que mes tétons, avant mes règles, je les sens très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils sont aussi douloureux que si je n'avais pas fait d'opération. J'ai les mêmes sensations. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc non, c'est juste du bonheur, quoi. Et est-ce que tes interactions avec autrui ont changé ? Pour mes seins, à l'époque, oui, parce que forcément, y a des gens qui l'ont remarqué. Mais je pense que je le disais, mais très discrètement, et je passais vite à autre chose. Et toi, est-ce que tu t'es sentie plus en confiance d'avoir fait ça ? Plus en confiance dans ton corps ? Est-ce que ta posture a changé ? Peut-être plus au niveau des décolletés, etc. Je me suis un peu plus ouverte là-dessus. Mais après, j'avais un gros problème de confiance en moi. Donc maintenant, je me sens beaucoup plus en confiance parce qu'il y a cette opération et parce qu'il y a tout le travail que j'ai fait derrière. Mais ouais, ma posture avait un peu plus changé dans le sens où j'avais plus peur déjà dans la rue de me prendre des remarques sur mes seins par un homme de 40 ans alors que j'étais une ado, quoi. Donc ça, j'étais plus à l'aise, j'avais moins peur qu'il y ait un sein qui dérape quand j'allais à la plage. Je me sentais plus à l'aise parce que plus libérée sur toute cette obsession de devoir mettre 2 soutiens-gorge, etc. Et c'était très douloureux. Oui, tu t'imposais vraiment une torture quotidienne. Mais je suis pas la seule en plus. Ouais. J'ai une autre femme qui m'en a parlé et qui faisait exactement la même chose. Et, tu l'avais vu ou lu quelque part ou c'est vraiment c'était le fruit de ton imagination? Ouais, je pense que j'étais très inventive. J'ai peut-être inventé un concept finalement, mais non, en faisant du sport, du coup, quand on a une poitrine généreuse, c'est important d'avoir un soutif qui soit adapté. Donc du coup, je laissais mon soutif en dessous et je mettais mon soutif de sport au-dessus. Et en fait, quand je le mettais, je remarquais que du coup, ils étaient moins gros. Donc en fait, c'était juste en allant au sport, j'ai remarqué que... Oui, c'était un souci de maintien qui t'a amené vers... Au début, ouais. Vers ça, d'accord.
Ok, je suis assez stupéfaite de ce qu'on peut s'imposer à soi-même et durablement, parce que ça a duré combien de temps? Bah, aussi longtemps, enfin, jusqu'à ce que je fasse l'opération finalement, donc quand même presque 4 ans. Mmh. Et non, ouais, je Et pense tu te que blessais, c'est ça, derrière les... ouais, j'avais des bleus du Oh coup, là là. parce que c'était très lourd. Et en plus de ça, oui, je tirais vraiment avec l'élastique. Donc j'avais toujours les cheveux longs parce que effectivement, quand on bouge un peu les cheveux, on voit l'élastique, c'était pas très esthétique. Les gens te posent des questions, etc. Donc après, tu sais pas trop quoi répondre Ouais. parce que t'as pas envie de leur répondre non plus. Bah écoute, je suis en train de me torturer pour qu'on arrête de me dire que j'ai des gros seins sans cesse. Et mais ouais, je pense qu'on est hyper inventif au niveau des stratégies d'évitement quand on a un complexe. Moi, c'était par rapport au sein, mais je pense on fait tous ça quand on a un complexe. Soit on dirige le regard ailleurs, etc. Soit on camoufle, etc. Donc ça, ouais, on est très doué là-dessus. Ouais. Et justement, est-ce que ta réduction mammaire a changé la manière dont tu t'habilles? Complètement. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aimer m'habiller. Donc effectivement, enfin, aimer m'habiller en haut. Oui. Parce que justement, en parlant des stratégies d'évitement, donc je n'aimais pas mon cul, donc c'était toujours des hauts qui quand même étaient assez longs, assez fluides, etc. Mais du coup, je détournais le regard justement et je profitais de mon décolleté. Et donc je le mettais un peu plus en valeur. Ce qui en soi est déjà un premier pas Oui. vers l'amour de soi, mais effectivement, il y avait encore un petit peu de travail derrière. Ouais, non mais complètement. De toute façon, j'ai dit, ça a pris 10 ans, donc ça n'a pas été rapide. Mais voilà, ça a été vraiment le premier pas et c'est pour ça que c'est important. C'est vrai que enfin, je dis pas de choses négatives à propos de la réduction mammaire, c'est juste que je préfère vraiment dire la vérité pour que les personnes soient sûres de s'engager dans ce genre de protocole médical. Mais du coup, ouais, je m'amusais un peu plus quand même. C'était toujours quand même noir. Mais ça, tu le vois, hein, même encore maintenant, je suis encore beaucoup en noir. Même si tu fais des progrès. Même si je fais des progrès, parce que je sais pas, il y a une certaine Mathilde qui m'a fait un super diagnostic colorimétrie et morpho. Donc j'apprends. Mais effectivement, j'étais beaucoup en noir et je jouais beaucoup sur la fluidité des matières, etc. pour mettre en valeur plus en haut et détourner le regard sur mes fesses que je n'aimais pas. Mais effectivement, ouais, même pour un maillot de bain, déjà ça. Enfin, même si je mettais un paréo en bas pour cacher mes fesses, mais déjà pouvoir se mettre à moitié, du coup, à l'aise sur la plage, c'était déjà quand même libérateur, parce qu'il y a une époque, c'était tout mon corps que je cachais sur la plage. Donc ouais, non, j'ai pu commencer à m'habiller, j'ai pu commencer à m'amuser avec les habits. Donc ça a quand même été une vraie première étape dans ton chemin vers l'amour de toi. Ah, complètement, ouais. C'est vraiment le premier pas. Et j'en parle dans le e-book, etc. C'est vraiment la première étape que j'ai faite pour moi et qui était pas simple parce que vraiment ça reste une opération. Mais dont tu as souffert? Ouais, j'ai souffert, mais c'est un peu comme un tatouage. Tatouage, on est content quand on le fait parce que c'est douloureux, mais on est content de le faire. Quand on l'enlève, voilà, la douleur, c'est à peu près la même, mais le processus psychologique, il est différent. Donc là, oui, j'ai eu mal, je vais pas mentir. Après, c'était il y a 10 ans. Donc moi, j'ai eu 1 mois de convalescence où j'étais alitée, et là, effectivement... Ah oui, c'est quand même relativement lourd et long. Alors, les 2 premières semaines, j'étais alitée obligatoirement. Les 2 dernières semaines, je m'imposais un peu l'alitement parce que, en vrai, j'avais vraiment mal. Quand je me levais, j'avais l'impression... En fait, c'était une impression que mes seins allaient se décrocher, alors qu'ils étaient moins lourds. Mais vraiment, les cicatrices, quand j'enlevais mon soutif pour me doucher, etc., puis j'avais eu des drains, etc. Donc, c'est quelque chose qui était quand même assez douloureux, mais c'était il y a 10 ans, puisque j'ai vu une très bonne amie, qui a fait cette opération. Et 2 semaines après, elle portait son bébé. Elle avait un petit peu mal, mais elle portait son bébé et elle était très bien. Et elle marchait. Enfin, elle avait plus trop de bandages et c'était récemment. Pas vécu la même expérience que toi, quoi. Non, mais je pense qu'on a tous une façon de cicatriser un peu différente. Je pense aussi peut-être que les techniques ont un peu évolué, puisqu'il y a 10 ans entre mon opération et la sienne. Mais effectivement, quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais attends, moi, il y a 2 semaines après, j'étais pas du tout comme ça. Mais donc, ça dépend. Et je regrette pas du tout. Enfin, honnêtement, j'ai plus souffert quand on m'a retiré un kyste avec des méchages à vif que quand j'ai fait ma réduction mammaire. Parce que j'étais
heureuse de le faire. C'était pour moi et effectivement c'est plus mes parents qui ont stressé et ma petite sœur que moi, parce que moi j'ai pas eu peur une seule seconde. Pourtant c'était la première fois que je me faisais opérer, première anesthésie générale de ma vie. J'aurais pu être un peu stressée et en fait non, j'étais c'était un cadeau que tu te faisais en fait. Complètement. Okay. Donc la douleur elle est supportable à partir du moment où on sait que derrière on sera libéré. Donc non vraiment. C'est une vraie clé vers l'épanouissement derrière, en tout cas pour toi. Ouais, complètement. Ok. Pauline, dernière question. S'habiller à sa juste valeur, pour toi, ça veut dire quoi ? Pour moi, la première chose, c'est s'habiller pour soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années. Je m'habillais pour les autres et si j'avais une soirée, il fallait que je dépense mes 20 derniers euros sur mon compte d'étudiante pour aller acheter un haut Zara pour être à la hauteur, pour que les gens me trouvent bien, etc. Alors qu'en vrai, on s'en fiche. J'avais déjà 1 milliard de choses dans mon armoire. Donc, s'habiller pour soi. Et puis s'habiller pour se sentir bien. Moi, je m'habillais trop pour... je me forçais à mettre des talons. Alors que je déteste mettre des talons. Mais pour être une femme, il fallait mettre des talons, comme il faut porter du rouge à lèvres. Tu sais bien que je déteste le rouge à lèvres, je n'y arrive pas. Je trouve ça très beau chez les autres, mais moi, j'y arrive pas. Et du coup, j'ai appris à m'habiller pour me faire plaisir. Maintenant, j'ai moins de vêtements, mais chaque pièce, je les aime. Et effectivement, une fois, j'avais parlé des habits, de l'importance des vêtements dans l'acceptation. On n'apprend pas à s'aimer en se regardant toute nue dans un miroir. Ça n'existe pas, c'est trop radical. Donc moi, j'ai appris à m'aimer en m'habillant au début, à me sentir bien dans mes vêtements et à me sentir à l'aise, en confiance, etc. Pas pour les autres, mais pour moi. Donc oui, pour moi, c'est vraiment 2 choses. S'habiller pour soi et pour se sentir bien avec soi. Et pour moi, c'est la première façon de s'accepter. C'est d'abord d'apprendre à jouer avec son corps en le mettant en valeur, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à s'aimer une fois qu'on se retrouve toute nue dans la glace, quoi. C'est un peu... Bon, évidemment, je suis ravie d'entendre ça parce que effectivement, on vit dans une société qui est habillée et en fait, on sous-estime bien souvent le pouvoir que les vêtements ont, qui sont des accessoires du quotidien finalement. Oui, il y a énormément de femmes qui sont rondes et qui sont pétillantes et qui sont magnifiques et que je trouvais 10 fois plus magnifiques que moi, alors que maintenant je faisais un 38, donc soi-disant je correspondais à la norme qui ne l'est pas du tout, puisque la moyenne d'une femme française c'est un 42, donc c'est même pas du tout ça. Mais et en fait, le fait de pouvoir avoir cette confiance à travers les vêtements, et une fois on m'a fait la remarque en me disant mais les vêtements c'est futile. Et en fait, non, ça peut... C'est utile. Ouais, voilà. On s'habille tous. Donc autant qu'on s'habille, on s'entend bien avec soi-même et puis en étant à l'aise. Et puis, non, pour moi, c'est hyper important. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour tes mots. Je suis certaine que beaucoup de femmes auront appris des choses. Merci beaucoup en tout cas, Mathilde. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas ? Et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, d'Imperfection.